Il gérait une entreprise. Il avait un appartement, une voiture, une fille qu'il adorait, et une femme qui avait signé un contrat pour le faire disparaître. Pas une rupture, pas un divorce, un contrat, avec un tueur. Ce qui est troublant, ce n'est pas qu'elle ait trahi, c'est qu'elle le faisait depuis des mois, en souriant, en préparant le dîner, en embrassant leur fille le soir. Pendant ce temps, les rendez-vous secrets, le partage des biens, le notaire contacté en avance, tout était planifié, froidement, méthodiquement, comme si sa vie à lui n'avait jamais compté. Mais il a compris, et il a décidé de ne pas disparaître. Ce qui s'est passé ensuite va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Ici, on raconte les vraies histoires, celles qu'on n'ose pas dire à voix haute. Et avant de commencer, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dehors en ce moment. On commence. Je dirige une petite société de sécurité privée ici, à Lyon. 10 employés au total. Nous assurons la surveillance de commerces, d'entrepôts, de quelques bureaux. Nous ne roulons pas sur l'or, mais nous ne manquons de rien. 2 appartements, l'un que nous louons, l'autre où nous vivons. Une voiture convenable, Agathe, notre fille, dans une bonne école. Tout semblait en ordre, tout semblait juste. Ce jour-là, j'étais sur un site, à vérifier le travail de mes agents. L'un d'eux avait encore son téléphone à la main au lieu de surveiller le périmètre. Je me suis approché de lui, posément. « Tu es payé pour quoi exactement ?» Il a levé les yeux, gêné. « Désolé, chef, ça ne se reproduira pas. »« J'espère, parce que la prochaine fois, ce sera dans ton contrat. » Je ne crie jamais sur mes subordonnés, mais je ne laisse rien passer. La discipline, c'est la colonne vertébrale d'une équipe. Sans elle, tout s'effondre. C'est alors que Milly a appelé, ma femme. Sa voix était froide, distante, comme si elle me parlait depuis l'autre côté d'une vitre. « Tu rentres à quelle heure ? Le dîner refroidi. »« Dans 1 heure à peu près. »« D'accord. » Et elle a raccroché. Pas de « à tout à l'heure », pas de « prends soin de toi », rien. Je suis resté quelques secondes avec le téléphone dans la main, à regarder l'écran noir. J'ai pensé, elle est épuisée. Son poste à la banque n'est pas de tout repos. Les clients arrivent en permanence, réclament, s'emportent. Ça arrive à tout le monde. Je rentrais à 19 h, je le savais. Je voulais juste y croire. Agathe m'a sauté dans les bras dès que j'ai franchi la porte. 8 ans, les cheveux en bataille, les yeux brillants. « Papa, tu joues aux poupées avec moi après le dîner ?»« Promis, ma puce. »« Même si tu es fatigué ?» J'ai ri doucement, même si je suis fatigué. Elle m'a serré fort, comme si elle savait, elle aussi, que quelque chose dans la maison était suspendu à un fil invisible. Émilie était à la cuisine, assise, les yeux rivés sur son téléphone. Elle a levé la tête quand je suis entré. Un simple hochement de menton, ni sourire, ni mot. Les pâtes étaient sur la table, avec une salade. Ordinaire, silencieux. Nous nous sommes installés tous les 3. Agathe s'est lancée dans un récit animé sur sa journée. On a couru le 100 mètres en sport aujourd'hui, et j'ai fini 3e. 3e parmi toutes les filles. C'est magnifique, Trésor. Tu es fier de moi, papa ? Immensément. Elle rayonnait. J'ai regardé Émilie. Elle fixait sa fourchette, comme si la salade lui avait personnellement offensé. Son téléphone était posé face vers le bas à côté de son assiette. Il vibrait toutes les 2 ou 3 minutes. À chaque frémissement, je la voyais se raidir. Une tension légère, presque imperceptible, dans les épaules. Elle ne le prenait jamais, mais elle l'attendait. « Maman, tu es triste ?» Agathe avait posé la question avec cette franchise désarmante que seuls les enfants osent. Émilie a répondu sèchement. « Je ne suis pas triste. Je suis fatiguée. Mange et arrête de bavarder. » Le silence est tombé d'un coup, brutal, comme une porte claquée. Agathe a baissé les yeux sur son assiette. J'ai posé ma fourchette. Il n'y a aucune raison de lui parler comme ça. Émilie m'a regardé, un regard long, chargé, presque hostile. « Tu ne comprends pas ce que c'est que ma vie, Quentin. Alors explique-moi. À quoi bon ? Tu vas hocher la tête,
me dire que tu comprends et retourner à tes rondes. Le silence est revenu. Cette fois, je n'ai rien répondu. J'ai repris ma fourchette et j'ai mangé. Ce n'était pas de la sagesse, c'était de l'épuisement. Après le dîner, je me suis réfugié dans la chambre d'Agathe. Nous avons construit ensemble une maison pour ses poupées, un château en réalité, avec des tours en briques de plastique et une grande cour intérieure. Elle commentait chaque pièce avec un sérieux d'architecte. Là, c'est le salon, et là, c'est la chambre de la princesse. Elle a une grande fenêtre pour regarder les étoiles. Et le prince, il dort où? Elle a réfléchi un instant. Lui, il est en voyage. Il revient bientôt. Je ne sais pas pourquoi cette phrase m'a serré la poitrine. Je vais prendre une douche, ma grande. D'accord, je finis sans toi. Dans le couloir, j'ai ralenti le pas. La porte de la chambre était entr'ouverte. J'ai entendu la voix d'Émilie, basse, presque un souffle, et quelque chose dans son timbre m'a arrêté net. Ce n'était pas sa voix du quotidien. C'était une voix que je ne reconnaissais plus. Non, je ne peux pas parler longtemps, il est là. Un silence, puis un rire, doux, chaud, abandonné. Un rire que je ne lui entendais plus depuis des mois, des années peut-être. Moi aussi, a-t-elle dit, et elle a raccroché. Je suis entré dans la chambre. Elle était assise sur le lit, le téléphone serré dans les deux mains, la tête légèrement penchée. Quand elle m'a vu, son corps s'est figé. « À qui tu parlais ? » ?»« À Stéphanie, une histoire de boulot. »« À cette heure-là ? » ?»« Les problèmes n'ont pas d'horaire. » J'ai acquiescé, lentement. Elle a soutenu mon regard une seconde de trop, puis s'est levée pour aller dans la salle de bain. J'ai regardé le téléphone posé sur la table de nuit. Dernier modèle, coque noire. Un appareil que je ne connaissais pas. Elle avait un vieux Samsung. Celui-là, je ne l'avais jamais vu. Je me suis assis au bord du lit. La pièce sentait son parfum, le même depuis 10 ans. Pourtant ce soir, il semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais le plafond, les mains croisées sur la poitrine, comme un gisant. Émilie était allongée dos à moi, respirait régulièrement. Peut-être dormait-elle. Peut-être faisait-elle semblant. Nous partagions le même lit, la même couette, le même silence. Et jamais nous n'avions été aussi loin l'un de l'autre. Le matin, je me suis levé avant elle. J'ai fait du café, je suis revenu dans la chambre. Elle était dans la salle de bain. Sur la chaise, j'ai vu son sac, cuir noir, élégant, manifestement neuf. Un sac que je ne lui connaissais pas. J'ai tendu la main, hésité une seconde, puis je l'ai ouvert. Trousse de maquillage, portefeuille, clé, quelques papiers et un reçu. Restaurant L'Île Dorée, centre-ville, 140 €. La date, 1 semaine plus tôt. Ce soir-là, elle m'avait dit qu'elle rentrerait tard, impôt avec des collègues. J'avais dit d'accord. Je ne lui avais même pas demandé avec qui. J'ai photographié le reçu et remis le sac exactement comme je l'avais trouvé. Émilie est sortie de la salle de bain, les cheveux encore humides, et m'a aperçu près de la chaise. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je cherchais mes clés. J'ai cru les avoir laissées là par erreur. Son regard a glissé sur le sac, puis sur moi. « Ne fouille pas dans mes affaires, Quentin. » « Excuse-moi. » Je suis sorti. Dans la cuisine, j'ai fini mon café debout, face à la fenêtre. La ville s'éveillait. Des voitures, des gens pressés, la lumière grise du matin. Tout continuait, indifférent. 140 € pour un dîner, dans un endroit où nous ne sommes jamais allés ensemble. Le soir même, j'ai tenté d'en parler, autrement, par le côté. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble. On pourrait aller au restaurant ce week-end tous les deux. Émilie a levé les yeux de son livre. Je suis fatiguée, Quentin. Une soirée, juste nous deux. Pourquoi tu insistes? Parce que ça me manque, toi, nous. Elle a soupiré. Ce soupir d'impatience que je connaissais bien désormais. Celui qui signifiait que j'avais tort d'espérer. Avant, on n'avait pas les moyens. Maintenant qu'on les a, je n'ai plus l'énergie. C'est comme ça. Émilie, s'il te plaît, pas ce soir. Elle s'est levée, est allée dans la chambre. La porte s'est fermée, pas violemment, ce qui aurait au moins signifié quelque chose. Doucement, définitivement. Je suis resté à la cuisine,
les deux mains autour d'une tasse de thé tiède. Agathe est arrivée pieds nus sur le carrelage, les yeux ensommeillés. Elle s'est glissée contre moi, a passé ses petits bras autour de ma taille. « Papa, pourquoi maman est toujours de mauvaise humeur ?» Je l'ai serrée contre moi, sentant le poids doux de ses cheveux contre ma joue. « Elle est fatiguée, ma grande, c'est tout. Moi aussi je suis fatiguée des fois, mais je suis pas méchante. » J'ai fermé les yeux un instant. « Tu as raison. Allez, au lit maintenant. » « Tu promets que ça ira mieux ?» Je promets. Elle m'a cru. Moi, je ne me croyais déjà plus. Le lendemain matin, j'ai posé une journée de congé. J'ai dit à mes gars de se débrouiller, des affaires personnelles. Émilie était partie au travail à 8h30, les talons sonores dans l'escalier, sans se retourner. Agathe, je l'avais déposée à l'école à 8h, un baiser rapide sur le front, son cartable trop lourd pour ses épaules. La maison était vide. Et dans ce silence, j'allais chercher ce que je n'avais plus envie de trouver. Je suis rentré à la maison, j'ai pris ma voiture et j'ai roulé jusqu'à son bureau. Je sais, ce n'est pas ce qu'on attend d'un homme, espionner sa femme, mais j'avais besoin de savoir. La vérité, même laide, vaut mieux que le mensonge confortable dans lequel on m'endormait chaque soir. Je me suis garé de l'autre côté de la rue. J'ai attendu. Vers 13h, Émilie est sortie de l'immeuble de la banque. Elle n'était pas habillée pour travailler. Jambes moulant, courte veste en cuir, talons hauts. Un maquillage qu'elle ne portait jamais pour aller au bureau. Elle avait l'air d'une autre femme, plus légère, plus vivante. J'avais oublié qu'elle pouvait ressembler à ça. Elle a hélé un taxi, j'ai suivi. Le taxi l'a déposée devant un grand centre commercial en périphérie, les Arcades, vers la Rocade. Elle est entrée. Je me suis garé, je l'ai suivie à l'intérieur. Elle n'a regardé aucune vitrine. Elle a traversé le centre d'un pas déterminé, comme quelqu'un qui connaît exactement où il va. Elle est ressortie par une porte de service, côté parking réservé. Une Mercedes classe S noire était garée là, moteur éteint. Appuyé contre la carrosserie, les bras croisés, un homme attendait. La cinquantaine, grand, large d'épaules, manteau sombre bien coupé. Le genre d'homme qui n'a pas besoin de hausser la voix pour se faire obéir. Émilie s'est approchée de lui. Il s'est redressé, l'a enlacé, naturellement, avec cette familiarité que l'on ne construit pas en une nuit. Et il l'a embrassée, pas sur la joue, sur la bouche, longtemps. Elle a noué ses bras autour de son cou, s'est pressée contre lui. Il formait un tableau parfait, indécent dans sa sérénité. Je me tenais derrière une colonne, à une trentaine de mètres, les jambes lourdes, le souffle court. Je regardais et je n'arrivais pas à y croire, non pas parce que je ne l'avais pas pressenti, mais parce que le voir de ses propres yeux, c'est différent. C'est une blessure qui ne ressemble à aucune autre. Ils sont montés dans la voiture. Elle a démarré sans se presser. Je n'ai pas cherché à les suivre, je savais déjà tout. Je suis retourné à ma voiture, je me suis assis, et j'ai frappé le volant de mon poing, une fois, fort. La douleur dans la main a traversé le bras jusqu'à l'épaule. Pendant une seconde, elle a tout effacé, juste une seconde. J'ai respiré. J'ai sorti mon téléphone. J'avais mémorisé la plaque de la Mercedes. Je l'ai photographiée mentalement avant qu'elle parte. Un ami au service des immatriculations m'a rendu service, discret, rapide. Le véhicule était enregistré au nom de Frédéric Aumont. Ce nom, je le connaissais. Frédéric Aumont, une figure locale. Dans les années 90, il gravitait dans des milieux qui ne fréquentent pas les tribunaux pour des contraventions. Aujourd'hui, il se présentait comme entrepreneur, plusieurs concessions automobiles, 2 restaurants, des parts dans une société de promotion immobilière. Mais tout le monde savait, dans les cercles où l'on parle à voix basse, qu'Aumont n'avait pas tout à fait tourné la page. Il avait simplement appris à habiller l'ombre d'un costume propre. Je l'avais aperçu 2 ou 3 fois à des événements en ville. Une silhouette que l'on remarque sans vouloir s'en approcher. Et ma femme était avec lui. Je suis allé travailler. Le reste de la journée s'est déroulé dans un brouillard cotonneux. Mes gars me regardaient du coin de l'œil. « Ça va, chef ?»« Ça va. Concentrez-vous. » Le soir, Émilie est rentrée à 19h.
Elle a posé son sac sur la console de l'entrée, ce même sac en cuir noir, acheté avec nos sous pour sortir avec quelqu'un d'autre. J'ai eu beaucoup de clients aujourd'hui, je suis épuisé. Je vois ça. Elle m'a regardé une fraction de seconde, cherchant quelque chose dans mon visage. Je n'ai rien laissé paraître. Agathe a surgi du couloir. « Maman, tu as pensé à mes feutres ?» Émilie a soupiré. « J'ai oublié, chérie. Demain, je te le promets. Mais tu avais déjà promis hier. » « Agathe, s'il te plaît, je suis fatiguée. » La petite est repartie dans sa chambre sans un mot. J'ai vu ses épaules baisser légèrement, ce mouvement presque invisible de la déception qu'on apprend à avaler. 8 ans et elle apprenait déjà à ne pas trop espérer. Cette nuit-là, encore, le plafond, le silence. Émilie dos à moi, immobile. Je pensais, divorce, partir? Mais partir où? De ma maison? De ma vie? C'est elle qui avait rompu quelque chose. Pourquoi serais-je celui qui disparaît? La colère montait, propre et froide, comme de l'eau glacée dans les veines. Je la laissais monter sans l'éteindre. J'en avais besoin. Est-ce temporaire? Me demandai-je. Une passade? Non. Le reçu du restaurant, le téléphone, le sac, le baiser dans ce parking. Ça ne ressemblait pas à une passade. Ça ressemblait à une vie parallèle soigneusement construite. Le lendemain matin, au bureau, 2 hommes m'attendaient. Costume gris, mallette, expression neutre. Le genre qui a appris à sourire sans que ça atteigne les yeux. « Monsieur Fabien, nous représentons la société Auris Capital Investissement. Nous avons quelques documents à vous soumettre. » Ils ont ouvert une chemise cartonnée. Contrat, signature, tampon officiel. Votre société aurait contracté une dette de 180 000 € envers l'un de nos clients. Nous sommes venus vous proposer un règlement amiable. J'ai regardé les documents. Les signatures ne ressemblaient pas aux miennes. Les tampons étaient proches, mais pas identiques. Des faux. Bien faits, mais des faux. Ce sont des falsifications. Les documents ont été authentifiés, monsieur. Il existe une décision de justice. Nous vous proposons simplement d'éviter la procédure d'exécution forcée, saisie de compte, mise en liquidation. En échange, vous cédez vos parts. La dette est soldée. Tout le monde repart tranquille. Je me suis levé. Sortez. Ils sont partis sans se presser. Ce calme particulier des gens qui savent qu'ils reviendront. J'ai appelé mon avocat, Damien, dans l'heure. Il a examiné les copies que j'avais gardées, a mis du temps à répondre. « Quentin, c'est une prise de contrôle forcée. Les documents sont faux, mais le mécanisme est rodé. Ils ont probablement un juge dans leur poche. On peut contester, mais ça prendra des mois et l'issue est incertaine. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prépare un dossier solide, immédiatement, et tu ne signes absolument rien. » J'ai raccroché. Les pièces commençaient à s'assembler. D'abord le rachat de la société proposée pour une misère, puis les menaces téléphoniques, maintenant les faux documents. Et au centre de tout ça, Frédéric Aumont, avec ses affaires propres en surface et ses méthodes d'un autre temps. Et ma femme qui passait ses déjeuners contre lui dans un parking. Est-ce que c'était délibéré? Est-ce qu'elle savait? Est-ce qu'elle était complice? Ou simplement utilisée, elle aussi, sans le savoir? Ces questions tournaient dans ma tête comme des lames. Dans l'après-midi, j'ai remarqué une Volkswagen Passat grise garée en face de mon bureau. À l'intérieur, 2 hommes. Ils ne se cachaient pas. Ils regardaient simplement, avec cette assurance tranquille de ceux qui veulent qu'on les voie. Je suis sorti, j'ai traversé la rue. La voiture a démarré avant que j'arrive. Le soir, en rentrant, elle était là. Même plaque, même voiture, stationnée devant mon immeuble. J'ai garé ma voiture, je suis descendu et j'ai marché droit vers eux. Le soir, j'avais besoin de sortir la tête de l'eau. Je suis allé au bar Le Quai, une terrasse sur les bords du Rhône, peu de monde, musique douce, lumière tamisée reflétée sur le fleuve. J'ai commandé un whisky et je me suis installé au comptoir. L'homme assis à côté de moi avait le profil de quelqu'un qui a servi. Épaules larges, dos droit, regard posé, celui qui ne papillonne pas, qui évalue. Il m'a regardé. « Je t'offre un verre ou tu préfères te noyer seul ?» J'ai souri malgré moi. Ça se voit à ce point? Seulement pour qui s'est regardé. Il s'appelait Yann,
agent de sécurité dans une usine, ancien militaire, parachutiste, comme moi, mais dans une autre unité, à Pau. Tu as fait quoi, toi? Infanterie de l'air, Toulouse. Toi? Pareil, mais avant. On a peut-être fait des manœuvres communes sans le savoir. Nous avons levé nos verres, aux frères qu'on n'a pas choisis. Yann parlait avec cette économie de mots des gens qui ont appris que les paroles creuses coûtent cher. Il m'a demandé si j'avais une famille. J'ai dit une fille, une femme. Il a hoché la tête. Moi, plus de femme. Le divorce, ça fait longtemps, pas d'enfant. C'est plus simple dans un sens. Et dans l'autre? Dans l'autre, les nuits sont longues. Nous avons parlé pendant 2 heures, du métier, des anciens, de ce que ça fait de revenir à la vie civile avec des réflexes de soldats dans un monde qui n'en veut plus. Il y avait une légèreté dans cette conversation que je n'avais pas connue depuis des semaines. Nous avons échangé nos numéros en partant. « Si t'as besoin de quoi que ce soit, » a-t-il dit en boutonnant sa veste. « Tu sais ce qu'on dit, on ne lâche pas les siens. » Merci Yann. Je suis rentré. La maison était silencieuse. Émilie dormait déjà, Agathe aussi. J'ai longé le couloir sans allumer, me suis couché dans le noir. Pour la première fois depuis plusieurs jours, quelque chose en moi s'était un peu desserré. Pas la douleur, elle était encore là, bien ancrée, mais autour d'elle, un espace. L'idée que je n'étais peut-être pas complètement seul. Le lendemain matin, en arrivant à mon bureau, les 2 hommes en costume étaient là de nouveau. Mais cette fois, ils n'avaient pas de mallette, ils avaient une enveloppe. Et dehors, toujours, la passade grise. Je me suis arrêté sur le seuil. J'ai regardé ces 2 hommes assis dans ma salle d'attente comme s'ils étaient chez eux. J'ai regardé la voiture par la fenêtre. Et j'ai compris que l'étau commençait vraiment à se resserrer. Alors je suis entré. J'ai fermé la porte derrière moi et je leur ai dit « Très bien, je vous écoute ». Ils sont repartis. Comme la première fois, sans un mot, sans se presser. Cette assurance tranquille qui signifie « Nous reviendrons quand nous voudrons ». Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté sur le balcon, une cigarette après l'autre, à regarder la rue. La Passat n'était plus là, mais je sentais quelque chose, cette présence diffuse, ce regard invisible dans la nuque que l'on apprend à reconnaître quand on a servi. On m'observait. La question était « Pourquoi maintenant ?» Pour m'intimider ou pour se préparer à quelque chose de plus définitif? Le lendemain matin, Yann a appelé. « Comment tu vas ?»« Bien. » Silence. « Tu mens bien, mais pas assez. » J'ai ri malgré moi. « On se voit ?» a-t-il dit. « Pas au bar cette fois, ailleurs. » Il a nommé un endroit, une route forestière longeant la rivière, une 20aine de kilomètres hors de la ville, vers l'est. « Seul » a-t-il précisé. J'ai trouvé le choix étrange, mais j'ai pensé, peut-être qu'il ne voulait pas qu'on nous voie ensemble en ville. Dans les circonstances, c'était raisonnable. « Demain midi », j'ai dit, « sois à l'heure. » Je suis arrivé à midi précis. La route de terre longeait la rivière en lisière de forêt. Pas une maison, pas un bruit, juste le vent dans les arbres et le clapotis de l'eau sur les galets. Son 4x4 était déjà garé sur le côté. Yann était assis sur le capot, une cigarette au coin de la bouche, les yeux fixés sur l'eau. Quand il m'a entendu arriver, il ne s'est pas retourné tout de suite. Je me suis garé, je suis sorti. Il a écrasé sa cigarette contre le métal, s'est levé, m'a regardé. Pas de sourire, pas de formule d'accueil. Son visage était celui d'un homme qui a quelque chose de lourd à dire et qui cherche encore comment le poser. « Assieds-toi, Quentin. » Je préfère rester debout. Il a hoché la tête. « Écoute-moi attentivement, on n'a pas beaucoup de temps. » Il a sorti son téléphone, a fait défiler quelques écrans, me l'a tendu. C'était une conversation, des messages. Le nom en haut, Émilie. Je les ai lus, 1 fois, 2 fois, 5 fois. Les mots ne changeaient pas. Il faut que ce soit fait vite et proprement. 500 000, c'est suffisant. Après, je règle la succession, et avec Frédéric, on s'occupe du reste. Je lui ai rendu le téléphone. Je ne disais rien. Il y avait un bourdonnement dans mes oreilles. « Ta femme m'a engagé pour te tuer. » Les mots sont tombés dans le silence de la forêt. Proprement,
sans détour. Le plan, c'est un accident, une collision sur la route ou quelque chose sur ton site. Rien qui laisse de traces. Première moitié déjà versée. 250 000. Le reste à la livraison. Je me suis assis sur le capot de ma voiture. Pas parce que je le voulais, parce que mes jambes l'ont décidé sans moi. Une trahison. J'y étais préparé, enfin, autant qu'on peut l'être. Mais ça, le calcul froid d'une somme, d'une date, d'un mode opératoire, ma vie réduite à une ligne dans une conversation. Pourquoi tu me dis ça? Tu pouvais prendre l'argent et disparaître? Yann a croisé les bras. Quand j'ai accepté la mission, je ne savais pas qui tu étais. Et puis un contact commun m'a mentionné ton nom, m'a dit que tu avais servi, infanterie de l'air, Toulouse. J'ai fait le lien. Il s'est tué un instant. Les parachutistes ne se tuent pas entre eux, c'est tout. Je l'ai regardé. Il ne cherchait pas de gratitude. Il disait simplement les choses comme elles étaient. Il m'a montré d'autres messages, des détails, des délais. Émilie écrivait qu'il ne fallait pas que son mari se doute de rien, qu'il fallait que tout ait l'air normal jusqu'au bout. Mes mains se sont mises à trembler. Pas de peur, de rage. Une rage froide, méthodique, qui cherchait une sortie. Je rentre chez moi. Non. Yann a posé une main sur mon bras. Pas maintenant. Si tu débarques là-bas dans cet état, elle nie tout. Tu n'as rien de solide. Ma parole contre la sienne. Et une conversation qu'un bon avocat fera passer pour un montage. Je me suis arrêté. Il avait raison. Je le savais. Mais savoir et accepter sont deux choses différentes. Qu'est-ce qu'on fait? Tu rentres comme si de rien n'était. Tu continues à vivre normalement. Moi, je reste en contact avec elle. Je collecte tout. On enregistre, on documente. On construit un dossier si solide qu'aucun tribunal ne pourra l'ignorer. J'ai tendu la main. Il l'a prise. Pourquoi tu fais ça, Yann, vraiment? Il a réfléchi une seconde. L'argent qu'elle m'a donné, c'est de l'argent de sang. On ne bâtit rien sur ça. Et puis, il a regardé la rivière. J'aurais voulu que quelqu'un fasse pareil pour moi, une fois, c'est tout. Je suis rentré. Émilie était dans la cuisine. Une odeur de soupe aux légumes, la radio en fond. Agathe faisait ses devoirs dans sa chambre, la langue entre les dents, appliquée. « Tu étais où ?» a demandé Émilie sans lever les yeux de ses casseroles. « Un ami, des affaires. » Je me suis approché d'elle par derrière et je l'ai enlacée. Elle s'est raidie immédiatement, comme si mon contact la brûlait. « Qu'est-ce que tu fais ?»« J'embrasse ma femme, c'est interdit ?»« J'ai les mains sales, lâche-moi, tu me gênes. » Elle s'est dégagée. Je suis allé m'asseoir à la table. Je la regardais se déplacer dans cette cuisine que nous avions choisie ensemble, dans cet appartement que nous avions meublé ensemble. Et je me demandais depuis combien de temps elle avait pris cette décision, depuis combien de temps elle dormait à côté de moi en pensant à la date. Je n'ai rien dit. J'ai tenu, pour Agathe, pour avoir les preuves, pour que la justice soit complète. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, j'ai glissé un petit micro sous le bord du sommier, dans l'interstice entre les lattes. Nous utilisons ce type de dispositif sur certains de nos sites. Enregistrement continu, stockage en ligne, accessible depuis le téléphone, discret, fiable. Le lendemain au bureau, je travaillais. Le soir, j'ai écouté. Émilie avait appelé Frédéric Aumont en milieu d'après-midi. La qualité de l'enregistrement était bonne. Sa voix, cette voix que j'avais connue douce, que j'avais aimée, parlait de délai, de procédure, de timing. Frédéric, il faut que ça se règle avant la fin du mois, je n'en peux plus. Du calme, ça doit être propre, pas de précipitation. Je suis fatigué d'attendre, j'ai ma vie à construire. Ta vie se construira, patience. Puis ils ont parlé de l'appartement, de la société, des comptes. Ils partageaient ce qui était encore à moi comme deux enfants qui se répartissent les jouets d'un camarade absent. Ils riaient par moments, de petits rires complices, légers, obscènes dans leur légèreté. Puis Frédéric a dit « Le seul souci, c'est la gamine. Agathe, il va falloir gérer ça. Elle ira chez ma mère, ce n'est pas un problème. » Ils ont ri encore. J'ai coupé l'enregistrement. Je suis resté assis dans le noir de la cuisine pendant un long moment, les mains à plat sur la table, à respirer,
à contenir quelque chose qui voulait exploser. La gamine, ma fille, 8 ans, ses châteaux de plastique, ses feutres oubliés. Un souci logistique à régler. Je me suis levé, je suis allé dans sa chambre. Elle dormait, la joue posée sur son dessin du jour, une maison avec un jardin, un soleil jaune dans le coin supérieur droit, 2 silhouettes main dans la main devant la porte. J'ai regardé ce dessin longtemps, puis j'ai compris que le danger ne me concernait plus seulement moi. J'ai retrouvé Yann le surlendemain sur le parking d'un hypermarché, en périphérie. Il était adossé à sa voiture, les bras croisés. « Elle m'a rappelé », a-t-il dit. « Elle veut accélérer. 1 semaine, maximum. » Elle prépare déjà les documents de succession. Elle a un notaire véreux qui s'occupe de tout. J'ai sorti mon téléphone, lui ai fait écouter l'extrait de l'enregistrement. Il a écouté sans un mot jusqu'à la fin. Et la petite ? C'est pour ça que je n'attends plus. On met ça en branle maintenant. J'ai ma prochaine rencontre avec elle après-demain. Elle veut confirmer les modalités en face à face. Je prends un dictaphone. On aura sa voix, ses mots, ses instructions. J'ai hoché la tête. Et de mon côté, j'ai les enregistrements de ses conversations avec Aumont. Date, intention, partage des biens. Il y a de quoi construire un dossier béton. Il te faut un avocat de confiance, pas ton ami habituel, quelqu'un de spécialisé en criminalité et en droit de la famille. Je m'en occupe. Nous nous sommes quittés. Je suis rentré au bureau. Les nouvelles qui m'y attendaient n'étaient pas meilleures. Les comptes de la société avaient été bloqués. Décision de justice, la même procédure fictive, le même juge dans leur poche. Je ne pouvais plus régler les salaires, plus l'électricité, plus le loyer du bureau. J'ai appelé Damien. Il est arrivé dans l'heure, a lu les nouveaux documents, a soufflé entre ses dents. « Quentin, ils sont en train de t'étrangler proprement. Blocage des comptes, fausses créances, décision provisoire. Ils t'épuisent financièrement pour que tu n'aies plus les moyens de te défendre. C'est du manuel. Et il faut saisir le juge des référés en urgence pour contester le gel. Parallèlement, déposer une plainte pour faux en écriture et usage de faux. Et il te faut un second avocat, spécialisé en droit pénal, pas en droit des affaires. Tu penses à quelqu'un ? Oui, mais ça coûte. Trouve-le. Il m'a regardé. Quentin, qu'est-ce qui se passe vraiment ? C'est quoi ce dossier ? J'ai hésité 1 seconde, puis j'ai dit « C'est plus compliqué que du racket d'entreprise. Beaucoup plus compliqué. Je t'expliquerai quand j'aurai ce qu'il me faut. » Il a rangé ses papiers sans insister. C'est ce que j'aimais chez Damien, il savait quand se taire. J'ai fermé la porte de mon bureau. Dehors, la ville continuait, indifférente. Et moi, au milieu de tout ça, la société en péril, la surveillance constante, ma femme qui comptait les jours, ma fille réduite à un détail de planning, j'ai compris qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Il fallait frapper en premier, proprement et définitivement. Damien a soufflé entre ses dents. Le schéma est complexe, mais jouable. Je vais essayer de bloquer ça temporairement. Il a travaillé vite. En moins de 48 heures, il avait déposé un recours en référé. Les comptes ont été débloqués, provisoirement. Il m'a rappelé aussitôt. C'est un répit, pas une victoire. Quentin, écoute-moi bien. Les gens qui sont derrière ça ont des relais au parquet, peut-être à la chambre correctionnelle. Ils ne s'arrêteront pas sur une décision d'un juge des référés. Sois prudent. Je lui ai alors tout dit. Frédéric Aumont, Émilie, le lien entre la prise de contrôle forcée de la société et ce qui se tramait à la maison. Damien a gardé le silence un long moment. C'est une opération intégrée, a-t-il dit finalement. Te neutraliser physiquement, récupérer le patrimoine, blanchir tout ça dans une succession. C'est du classique, mais bien monté. Alors comment on l'arrête ? Juridiquement, Aumont est intouchable. Il ne laisse jamais de traces directes. Mais un commanditaire de meurtre pris en flagrant délit, ça, c'est du pénal lourd. Aucun avocat ne peut effacer ça. Je lui ai parlé de Yann, de nos enregistrements, de ce que nous construisions. Son visage s'est détendu légèrement. C'est bien, continue. Quand vous avez assez de matériel, vous ne passez pas par le commissariat de quartier. J'ai un contact, un officier judiciaire, honnête
qui ne doit rien à personne. C'est lui qui reçoit le dossier, personne d'autre. Ce soir-là, j'ai essayé, une dernière fois, de parler à Émilie. « Ça va à toi ? Comment s'est passée ta journée ? » ?»« Bien. »« On ne se parle plus vraiment, tu ne trouves pas ?» Elle a levé les yeux de son téléphone une fraction de seconde. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Quentin ? » ?»« Je ne sais pas. N'importe quoi, ce que tu penses, ce que tu ressens. » « Je suis fatigué, c'est ce que je ressens. Il y a autre chose, je le sens. » Elle a posé son téléphone, m'a regardé avec cet air légèrement agacé qu'elle réservait désormais à tout ce que je disais. « Tu sens des choses maintenant, c'est nouveau ? » ?»« Émilie, j'ai mal à la tête, s'il te plaît. » Elle s'est levée, est allée dans la chambre. La porte s'est fermée doucement, cette fermeture douce qui était devenue sa façon de dire « tu n'existes plus ». Je suis resté à la table, je regardais sa tasse de thé à moitié vide. La vapeur avait cessé de monter, tout refroidissait. Cette nuit-là, depuis le balcon, j'ai vu la Volkswagen Passat garée en bas. Les mêmes 2 silhouettes à l'intérieur, immobiles. Je les ai photographiées, la plaque, l'angle, l'heure. Le lendemain matin, j'ai fait vérifier. Le véhicule était immatriculé au nom d'une société de gardiennage, une société que je connaissais de nom. Dans ce milieu, les noms circulent. Elle appartenait aux associés d'Aumont. C'était donc ces hommes qui me surveillaient. Plus aucun doute sur la nature de ce qui se préparait. Je me suis mis à vérifier mes angles à chaque déplacement, pas par paranoïa, par habitude. Les vieilles méthodes reviennent vite quand elles deviennent utiles. Yann m'a rappelé en début d'après-midi. Sa voix avait perdu la décontraction du bar. Elle commence à s'impatienter, elle me presse. Je ne pourrai pas gagner du temps encore longtemps. Combien ? Quelques jours, 1 semaine au mieux. On accélère de notre côté. Retrouve-moi ce soir au même endroit. Avant de partir, j'ai vérifié les enregistrements du micro. Nouvelle conversation entre Émilie et Aumont. Elle se plaignait que l'exécutant traînait. Peut-être qu'il a changé d'avis. Aumont riait doucement. S'il se dégonfle, on trouve quelqu'un d'autre. Mais attends encore un peu, celui-là est fiable. Émilie insistait. Je ne veux pas que Quentin commence à comprendre quelque chose. Aumont répondait. Il ne comprendra rien. Il est trop simple pour ce genre de jeu. J'ai coupé l'enregistrement. Trop simple. Je l'ai laissé dire. Yann m'attendait près de la rivière, les mains dans les poches, le regard sur l'eau. Il m'a tendu une clé USB. 3 rencontres avec elle. Tout est là. Sa voix, ses mots, ses instructions. Elle discutait de ta mort comme on organise un déménagement. Elle suggérait même les méthodes, accident de voiture, incident sur ton site. Elle a dit textuellement, dans une société de sécurité, les accidents arrivent. J'ai pris la clé. Comment tu tiens, toi ? Il a haussé les épaules. J'en ai vu d'autres, mais une telle froideur chez quelqu'un qui vit avec toi depuis des années, c'est une autre catégorie. Je n'ai rien répondu. Il n'y avait rien à répondre. Le soir, seul à la cuisine, j'ai branché la clé sur mon ordinateur portable. Son volume était bas. Agathe dormait de l'autre côté du couloir. La voix d'Émilie emplissait le casque. Nette, posée, presque professionnelle. Elle expliquait à Yann qu'il fallait faire vite parce que j'avais commencé à poser des questions, que je semblais bizarre ces derniers temps. Yann me demandait si l'on ne devrait pas attendre que les choses se calment. Elle répondait « Non, plus on attend, plus le risque augmente. Il faut agir maintenant. » J'ai retiré le casque. Je suis allé sur le balcon. L'air de la nuit était froid, propre. En bas, la rue était calme. La Passat n'était pas là ce soir, mais ça ne changeait rien. Le lendemain, j'ai retrouvé Damien avec les enregistrements, la clé USB de Yann et les extraits du micro. Il a tout écouté, carnet ouvert devant lui, sans un mot. Quand c'était fini, il a posé son stylo. C'est suffisant pour ouvrir une instruction, mais si on veut être certain qu'elle ne s'en sorte pas, il faut la prendre en flagrant délit lors de la remise de la 2e tranche d'argent. Ça, c'est incontestable. L'argent dans les mains, le témoin présent, la vidéo. Aucun avocat au monde ne peut retourner ça. On peut organiser ça. Alors on le fait. Yann informe Émilie qu'il est prêt à passer à l'acte, qu'il a besoin du solde. Elle fixe un lieu. On installe une caméra et un micro. Vous enregistrez tout.
Ensuite, directement chez mon contact, pas de détour. Et Aumont? Aumont tombe avec elle, commanditaire et cofinanceur. Ça fait 2 chefs d'accusation. Il a refermé son carnet, m'a regardé. Quentin, sois prudent jusqu'au bout. Si Aumont soupçonne quelque chose avant qu'on ait tout en main, les règles changent. Je savais ce qu'il voulait dire. Dans l'après-midi, les 2 hommes en costume sont revenus au bureau. Nouveau document. Une prétendue décision de saisie du matériel et des véhicules de la société. Ils les ont posés sur mon bureau avec le calme de gens qui ont l'habitude d'être obéis. J'ai appelé Damien. Il est arrivé en 20 minutes, a lu les papiers, les a posés à côté. Faux. Encore. Si vous ne quittez pas ces locaux dans les 2 minutes, je dépose une plainte pour tentative d'extorsion et usurpation de fonction. Les 2 hommes se sont regardés. L'un d'eux, en ramassant ses documents, s'est arrêté à la porte et m'a dit sans hausser la voix : « Vous êtes têtu, monsieur, mais ça ne changera pas le résultat. » Ils sont sortis. Damien a attendu que la porte soit fermée. Ils testent tes nerfs. Ils veulent que tu craques ou que tu commettes une erreur. Ne leur donne rien. J'ai hoché la tête. Je n'avais aucune intention de leur donner quoi que ce soit. Ce soir-là, j'ai attendu qu'Agathe soit dans la salle de bain, puis je me suis assis à côté d'elle sur son lit. « Tu aimerais aller chez papy et mamie quelques jours ? La rivière, la forêt, les animaux ?» Ses yeux se sont allumés. « Les poules sont encore là ? Et des poussins, paraît-il. Quand on part ? Dans 2 jours. » Elle a sauté sur le lit, puis s'est arrêtée net, comme si une pensée traversait. « Papa, tu viens aussi ? Je vous rejoins bientôt, j'ai des choses à régler d'abord. » Elle m'a regardé une seconde. Ce regard droit des enfants qui ne sont pas encore assez grands pour mentir, mais assez malins pour sentir quand les adultes esquivent. « D'accord, » a-t-elle dit simplement. Émilie a vite entendu depuis le couloir. Elle est apparue dans l'embrasure, les bras croisés. « C'est quoi ces plans ? Tu l'envoies où ? » ?»« Chez mes parents. Elle a besoin d'air, de changement. » »« Je n'en vois pas la nécessité. » »« Moi si. C'est décidé. Ils l'attendent. » Elle a froncé les sourcils. Une hésitation rapide que j'ai vue passer sur son visage. Puis elle a haussé les épaules et est retournée dans la chambre. Pas d'argument. Juste cette résignation calculée de quelqu'un qui se dit que, de toute façon, dans quelques jours, ça n'aura plus d'importance. J'ai attendu qu'elle soit hors de vue. Puis j'ai serré doucement Agathe contre moi. « Tu seras bien, ma puce, je te le promets. » 2 jours plus tard, je l'ai déposée chez mes parents, à la campagne, à une centaine de kilomètres. La maison sentait la tarte aux pommes et le bois chauffé. Ma mère a failli reverser sa tasse en voyant Agathe arriver. Mon père lui a tendu la main avec cette gravité affectueuse qu'il réservait aux grandes personnes, et Agathe l'a pris très au sérieux. Elle est repartie dans le jardin avec lui pour voir les poussins, son cartable encore sur le dos. Je suis resté quelques minutes dans la cuisine avec ma mère. Elle m'a regardé. « Ça va, toi ? » ?»« Ça va. »« Tu mens comme quand tu avais 12 ans. » Je l'ai embrassé sur le front, lui ai dit que je rappellerais le soir. Sur le seuil, j'ai encore entendu le rire d'Agathe depuis le fond du jardin, clair, insouciant, absolument réel. Je suis monté dans ma voiture, j'ai roulé jusqu'à Lyon sans m'arrêter. Il était temps de finir ce que les autres avaient commencé. Je l'ai serré fort avant de partir. Elle avait passé ses petits bras autour de mon cou, la joue contre la mienne. « Sois sage, ma puce, je viens vous rejoindre bientôt. »« Papa ? » ?»« Oui. »« Pourquoi tu es triste ?» J'ai souri, le genre de sourire qu'on fabrique quand on n'en a plus les moyens. « Je ne suis pas triste, je vais juste vous manquer. » Elle m'a serré encore une fois, puis s'est élancée vers sa grand-mère sans se retourner. Je l'ai regardée disparaître dans la maison. Dans ma poitrine, quelque chose s'est desserré pour la première fois depuis des semaines. Agathe était en sécurité. Maintenant, je pouvais faire ce qu'il fallait faire. De retour en ville, j'ai retrouvé Yann. Il avait du nouveau. Elle a fixé une rencontre pour demain. Elle veut me remettre le solde et arrêter les derniers détails. Elle a refusé le café que j'avais proposé. Elle a choisi elle-même l'endroit. Lequel ? Une ancienne station de lavage auto, désaffectée, en périphérie. Elle a dit qu'il n'y avait jamais personne là-bas. J'ai acquiescé.
Le choix de l'endroit était révélateur. Elle ne voulait pas de témoins, pas de caméra, pas de passage. Elle pensait à tout. Caméra dissimulée et dictaphone, j'ai dit. Je me gare à distance, vue directe sur l'entrée. Dès que tu as le paquet et qu'elle a tout dit, je passe le coup de fil. Compris. Le lendemain, j'étais sur place 1 heure à l'avance. Garé dans une ruelle latérale, moteur coupé, fenêtre entr'ouverte. La station de lavage était un bâtiment bas en parpaing, les vitres condamnées, les enseignes délavées. Le silence autour était épais. Yann est arrivé 10 minutes avant l'heure. Il est sorti de sa voiture, a rajusté sa veste. Sous le revers, une caméra miniature, pas plus grande qu'un bouton. Il a vérifié le dictaphone dans sa poche intérieure, a levé brièvement les yeux dans ma direction. Un signe de tête. Tout était prêt. Émilie est arrivée à l'heure exacte, berline noire, elle au volant. Elle est descendue, a balayé les alentours du regard, lunettes sombres, long manteau beige, talons qui claquaient sur le bitume fissuré. Le genre de tenue qu'on ne porte pas pour aller travailler. Ils se sont salués. Ils ont commencé à parler. Je serrais mon téléphone dans la main. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour rester dans cette voiture. 15 ans de vie commune. Une fille, un appartement, des vacances, des nuits, des matins. Et elle était là, à quelques dizaines de mètres, à solder le prix de ma mort. Au bout d'une quinzaine de minutes, elle a sorti une enveloppe. Yann l'a ouverte, a compté. Il a hoché la tête. Puis elle a continué à parler. Je ne pouvais pas entendre depuis la voiture, mais je voyais ses gestes, calmes, précis, presque pédagogiques. Elle lui expliquait comment faire. Puis j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a souri. Un sourire léger, presque soulagé. Et elle a dit quelque chose. Yann m'a rapporté ces mots exactement plus tard. Merci de me débarrasser de lui. Je suis épuisé de cette vie. Je veux vivre vraiment avec quelqu'un qui me mérite. Yann avait demandé « Et ta fille ?» Elle avait haussé les épaules. Elle restera chez sa grand-mère. C'est mieux pour tout le monde. Moi, je recommence à zéro. Yann n'avait rien répondu. Il avait seulement hoché la tête. Émilie est remontée dans sa voiture et est repartie sans se retourner. Yann a marché jusqu'à moi. Son visage ne trahissait rien, mais dans ses yeux il y avait quelque chose. Pas de la pitié, mais une forme de respect grave, celui qu'on accorde aux gens qu'on a vu encaisser quelque chose d'énorme sans plier. Tout est enregistré, images et sons, elle a tout dit. J'ai composé le numéro que Damien m'avait donné. L'officier a décroché à la 2e sonnerie. « Vous avez les éléments ? » ?»« Oui, je viens maintenant. » Je suis rentré tard. La ville était calme sous les lumières de la nuit. Émilie était sur le canapé, le téléviseur allumé devant elle. Elle m'a jeté un regard bref. « Tu étais où ?»« Problème avec un client, ça a duré. » Elle n'a pas posé d'autres questions. J'ai posé ma veste, me suis installé dans le fauteuil en face d'elle. Quelques minutes de silence, le son du téléviseur, la lumière bleue sur son visage. Elle avait l'air sereine, presque heureuse. « Bonne journée ?» j'ai demandé. « Pas mal, toi ?» Chargée. Elle s'est levée un peu après, m'a effleuré la joue d'un baiser distrait. « Je vais me coucher, bonne nuit. » « Bonne nuit. » Je suis resté dans le fauteuil encore un long moment, à regarder l'écran sans le voir. Ce baiser sur la joue, machinal, vide, parfaitement ordinaire. Le baiser d'une femme qui rentre, fatiguée de sa journée. Pas celui d'une femme qui venait de remettre une enveloppe de 250 000 € pour faire tuer son mari. Tard dans la nuit, j'ai vérifié une dernière fois les enregistrements du micro. Elle avait appelé Aumont dans l'après-midi. Sa voix était légère, presque enjouée. « C'est fait. Il a le solde. Il m'a dit dans la semaine. » Bien. Les gens de l'autre côté sont prêts à intervenir dès que c'est réglé. Les documents n'attendent plus que la date. J'ai hâte que tout ça soit derrière moi. Patience. Tu auras tout ce que tu voulais. Elle a ri. Et la petite, elle est toujours à la campagne ? Oui, pour l'instant c'est mieux comme ça. Parfait, moins de complications. Puis ils ont parlé des appartements. Lequel garder, lequel vendre. La société, Aumont la reprendrait. Émilie toucherait une part des bénéfices pendant 3 ans. Elle trouvait ça raisonnable. Il parlait de partir quelque part au sud dès que tout serait réglé. La côte peut-être,
ou l'Espagne, il riait. J'ai posé le téléphone sur la table. Mes mains ne tremblaient plus. Quelque chose en moi s'était stabilisé, une froideur claire, nette, qui n'avait rien de la rage des premiers jours. C'était autre chose. La résolution de quelqu'un qui sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Le lendemain matin, au bureau, la situation avait encore empiré. Les comptes bloqués de nouveau, le même juge fantoche, la même procédure montée de toutes pièces. Je ne pouvais plus régler les salaires. 3 de mes agents m'ont appelé dans la matinée, inquiets. J'ai dit à chacun la même chose. Faites-moi confiance, ça se règle, vous serez payé. J'ai appelé Damien. Il est arrivé en moins d'1 heure, manteau encore sur les épaules, serviette sous le bras. Décision provisoire encore. Ils ont trouvé un vice de forme dans notre recours précédent, probablement fabriqué. Combien de temps pour contester ? 2 semaines minimum, mais j'ai trouvé une erreur dans leur acte de saisie. Référence de dossier qui ne correspond à aucune procédure enregistrée. Ça me donne de quoi demander une suspension d'urgence. Quelques jours, peut-être 1 semaine. Il me faut cette semaine. Il m'a regardé. Le dossier pénal avance ? L'officier a les enregistrements depuis hier soir. Il m'a dit que l'instruction peut s'ouvrir dans les 48 heures si les expertises confirment l'authenticité. Damien a hoché la tête lentement. Quentin, quand Émilie sera mise en examen, Aumont le saura dans l'heure. Et à ce moment-là, il ne se contentera plus de racketter ta société. Je sais. Tu as quelqu'un avec toi ? J'ai pensé à Yann. Oui, j'ai quelqu'un. Damien a rangé ses papiers, m'a serré la main. Tiens bon, vous êtes presque au bout. Ce soir-là, j'ai retrouvé Yann sur le parking d'un hypermarché, en dehors du centre. Nous étions dans sa voiture, moteur coupé. Elle m'a rappelé ce matin, a-t-il dit. Elle voulait savoir si tout était toujours prévu pour cette semaine. Je lui ai dit oui. Elle avait l'air satisfaite. Le dossier est entre les mains de l'officier. L'instruction peut s'ouvrir dans 48 heures. Et après l'arrestation ? Aumont réagit. C'est pour ça que je ne reste pas seul. Yann a regardé par le pare-brise, les yeux sur le flux des voitures. Tu sais ce que j'ai pensé en la regardant dans ce hangar ? Elle ne doutait pas une seconde, 0 hésitation. Elle avait fait la paix avec ça. Je n'ai rien répondu. Ce genre de froideur, a-t-il continué, ça ne s'improvise pas, ça se construit. Pendant longtemps. En silence, il avait raison. Et c'était peut-être la chose la plus difficile à accepter dans tout ça. Pas la trahison en elle-même, mais le fait qu'elle avait existé, construite pierre par pierre, dans la maison où je rentrais tous les soirs, à côté du lit où je dormais, dans la cuisine où Agathe faisait ses dessins. J'avais vécu à côté de quelque chose que je n'avais pas su voir. On reste en contact jusqu'à l'arrestation, j'ai dit. Si quelque chose bouge de son côté, tu m'appelles. Compte sur moi. Je suis remonté dans ma voiture. La nuit tombait sur la ville. Il me restait quelques jours à tenir, à rentrer, à m'asseoir à la même table qu'elle, à répondre à ses questions par des monosyllabes, à faire semblant que rien ne s'était passé. Quelques jours. Et puis tout s'effondrerait, proprement, définitivement. Pour Agathe, j'allais tenir. Ce soir-là, je me suis assis à côté d'elle dans la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner. Je me suis dansé. Pas pour provoquer, juste pour voir jusqu'où elle était capable d'aller dans le mensonge. Et si on partait ce week-end ? Paris, une chambre d'hôtel, se balader, dîner quelque part, ça nous ferait du bien. Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'incongru. Du bien à qui ? À nous deux, à toi. Tu es tendu depuis des semaines. Je ne suis pas tendu. Je suis fatigué. Ce n'est pas pareil. Alors reposons-nous ensemble, quelques jours loin d'ici. Elle a posé la cuillère, s'est retournée. Quentin, tu ne comprends pas. Nous ne sommes plus ces gens-là. On ne part pas en week-end spontanément. On n'a plus rien à se dire en voiture pendant 3 heures. Ça fait des années que ça n'existe plus. J'ai besoin d'espace, d'air. Pas de toi à côté de moi dans une chambre d'hôtel. Le silence a suivi. Elle a repris sa cuillère. J'ai besoin de temps pour moi. C'est quoi, pour toi ? Elle ne répondit pas. Elle tourna le dos. La conversation était close. Je suis allé dans la cuisine avec mon thé.
Des années, avait-elle dit. 1 an, 2 ans. Quand avait-elle commencé à planifier tout ça? Était-ce Aumont qui avait tout initié, ou était-ce elle qui l'avait cherché, lui, et ce qu'il représentait? Je ne savais pas. Et au fond, ça n'avait plus tellement d'importance. Cette nuit-là, depuis le balcon, la Volkswagen Passat était de retour. Même place, même posture. Je les ai photographiés, les ai regardés un moment dans l'obscurité. Ils ne cherchaient pas à se cacher. Ça aussi, c'était un message. Le lendemain matin, ils avaient disparu. Mais leur absence ne me rassurait pas. Elle signifiait simplement qu'ils avaient changé de position. Yann a appelé dans la matinée. C'est demain soir, 18h. Elle a choisi l'ancienne station de lavage, à la sortie est. Elle dit qu'il n'y a jamais personne là-bas. Je serai garé en retrait, vue directe sur l'entrée. Caméra et dictaphone sont prêts. Je revérifie ce soir. Parfait. Le soir, en écoutant les enregistrements, j'ai capté une conversation entre Émilie et une amie, Stéphanie, la même collègue dont elle invoquait toujours le nom. Elle parlait de choses banales au début. Puis Émilie a dit, avec une légèreté qui m'a traversé comme une lame froide. Bientôt, tout va changer pour moi. Je commence une nouvelle vie. Qu'est-ce qui se passe? Un rire bref, heureux. C'est encore un secret, mais tu verras, bientôt. Je suis contente pour toi, vraiment. Merci. Elles ont raccroché. J'ai posé le téléphone. Elle était certaine. Aucun doute, aucune hésitation. Elle se voyait déjà de l'autre côté, libre, légère, recommençant à zéro. Et demain soir serait le dernier acte, mais pas le sien, le mien. Le lendemain matin, très tôt, j'avais rendez-vous avec Jérôme, un ancien officier de police reconverti en détective privé, que j'avais engagé 1 semaine plus tôt pour creuser la piste d'Aumont et le lien avec la prise de contrôle de ma société. Son bureau était une petite pièce dans un immeuble ancien, des chemises cartonnées partout, une cafetière perpétuellement en chauffe, un homme à l'air épuisé mais dont les yeux ne l'étaient pas. Il m'a tendu une chemise épaisse. Voilà, tout y est, j'ai ouvert. Des relevés d'immatriculation de société écran, des extraits bancaires, des organigrammes tracés à la main. Il a expliqué. La société Auris Capital Investissement est enregistrée au nom d'un prête-nom. Mais derrière 3 niveaux d'intermédiaires, tout remonte à Aumont. Les fonds utilisés pour acheter les fausses décisions judiciaires, corruption déguisée en honoraires de conseil, partent de ses comptes. Propre en surface, illégal dans les faits. Il a tourné quelques pages. Et ça, c'est ce qui m'a surpris. Un contrat de cession d'entreprise déjà rédigé. Votre société, cédée par votre femme à Aumont pour 1 euro symbolique. Elle a signé. La date d'entrée en vigueur est conditionnelle à un événement. J'ai regardé la ligne. À mon décès. Exactement. Sa signature, son écriture. Pas de doute possible. Ce n'était pas une liaison, pas une passion aveugle qui l'avait emporté. C'était un contrat. Une association calculée, réfléchie, construite bien avant que je commence à poser des questions. C'est une opération coordonnée, a dit Jérôme. Ils travaillent ensemble depuis le début. Lui apporte les moyens et les connexions. Elle apporte le levier légal, le mariage, l'héritage, la succession. Vous avez eu de la chance de la prendre à temps. J'ai pris la chemise, l'ai glissée dans mon sac. Merci Jérôme. Votre solde sera viré demain. Il a hoché la tête, puis il a ajouté pendant que je remettais mon manteau. Soyez prudent ce soir. Ce genre d'homme n'accepte pas de perdre. Yann m'a rappelé en début d'après-midi avec un dernier détail. Elle m'a donné la chronologie complète lors de notre dernière rencontre. Succession dans le mois suivant le décès, mariage 3 mois après, pour respecter le deuil, elle a dit, avec un sourire. Aumont presse. Il veut que la société soit dans ses mains avant la fin du trimestre. Et Agathe? Même réponse qu'avant. Elle sera bien chez sa grand-mère. C'est mieux pour tout le monde. On part, on recommence ailleurs. Aumont a de l'argent, des contacts, une maison dans le sud. J'ai écouté, puis j'ai dit « Agathe n'est plus à la campagne. Yann s'est tu. Je l'ai mise en sécurité. Un appartement dans un autre quartier, chez un ami en déplacement. Personne ne connaît l'adresse. Tu as bien fait. Si ça tourne mal ce soir,
Aumont ne fera pas de sentiment. Le soir même, j'ai dit à Émilie que j'allais faire un saut à la campagne le week-end pour voir Agathe. « Vas-y », a-t-elle dit, les yeux sur son téléphone. « Je reste ici, je me repose. » Pas de question, pas d'embrasse-là pour moi, rien. Je suis parti le lendemain matin, mais pas vers la campagne. J'ai fait le détour par l'appartement de Quentin, mon ami en mission, les clés laissées sous le paillasson. Agathe était dans la chambre d'amis, assise sur le lit avec un livre, les jambes croisées. Elle a levé la tête. « Papa !» Je l'ai serrée fort. Elle sentait le shampoing et les crayons de couleur. « Tu vas bien ?»« Oui, mais c'est bizarre ici. C'est pas chez nous. Je sais, c'est provisoire. Quand on rentre à la maison, bientôt. » Elle m'a regardé avec ce regard droit qu'elle avait depuis toujours, ce regard qui ne demande pas d'explication mais qui attend la vérité. « Papa, est-ce que maman va venir ?» J'ai pris une seconde. Maman est très occupée en ce moment, mais elle t'aime. Agathe a hoché la tête. Elle n'a pas posé d'autres questions. Elle a juste glissé sa main dans la mienne et l'a serrée une fois, brièvement, avec la gravité silencieuse des enfants qui comprennent bien plus qu'on ne croit. Je suis resté 1 heure avec elle. On a dessiné. Je lui ai lu 2 chapitres de son livre. Quand je suis parti, elle m'a accompagné jusqu'à la porte et m'a dit « Reviens demain ?» Je reviendrai. Je suis arrivé à la station de lavage avec 1 heure d'avance. Garé dans la ruelle latérale, moteur coupé, vue directe sur l'entrée du bâtiment désaffecté. Le soleil descendait vite. Les lumières de la périphérie s'allumaient une à une. Autour de moi, le silence d'un endroit que personne ne fréquente. Quelques herbes folles dans le bitume, une enseigne à moitié arrachée qui oscillait dans le vent. Yann est arrivé le premier. Il est descendu de sa voiture, a rajusté son manteau, a vérifié le dispositif sous le revers. 1 seconde, pas plus. Son regard a glissé dans ma direction. Un signe de tête, tout était en place. Puis la berline d'Émilie est apparue au bout de la ruelle. Elle a garé et descendu. Manteau sombre, talons, lunettes. Elle a regardé autour d'elle 1 fois, habitude ou prudence. Puis elle a marché vers Yann avec l'assurance de quelqu'un qui vient régler une affaire. J'ai serré mon téléphone dans la paume et j'ai attendu. Yann était déjà en place quand Émilie est arrivée. Il avait vérifié la caméra, le dictaphone, tout fonctionnait. Elle est sortie de sa voiture, a regardé autour d'elle 1 fraction de seconde, puis a marché vers lui sans hésiter. Lunettes sombres, manteau sombre, la démarche de quelqu'un qui vient régler une affaire ordinaire. Je regardais depuis ma voiture, les mains sur le volant. Une envie physique, presque douloureuse, de sortir, de traverser ce parking en friche, de me planter devant elle et de lui demander « Comment tu as pu ?» Mais je me suis tenu. Elle a sorti l'enveloppe. Yann l'a ouverte, a compté les billets sans se presser. 250 000 €. Il a hoché la tête. Elle a commencé à parler. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je voyais son visage, calme, concentré, presque professionnel. Elle expliquait, elle gesticulait légèrement, comme quelqu'un qui donne des directives claires. Un accident sur le site, de l'équipement qui tombe, un problème électrique, un incendie accidentel, rien qui ressemble à un meurtre. Yann posait des questions, hochait la tête. Puis elle a dit la phrase. Yann me l'a rapporté mot pour mot plus tard, la voix plate. « Merci de me débarrasser de lui. Je suis épuisé. Je veux enfin vivre, vraiment vivre, avec quelqu'un qui me correspond. » Yann avait demandé, après un silence, « Et ta fille ?» Elle avait haussé les épaules. « Elle reste chez sa grand-mère. Je n'ai pas besoin d'elle dans ma nouvelle vie. Je recommence à 0. » Elle est remontée dans sa voiture. Elle est partie. Yann a traversé le parking vers moi. Son visage était fermé, comme après quelque chose dont on ne parle pas. Tout est enregistré, images et sons. Elle a tout dit, clairement, sans ambiguïté. Demain matin, on va chez l'officier. Il a acquiescé. Puis, après un moment, « Tu tiens ?» Je tiens. Ce soir-là, en rentrant, Émilie était dans la cuisine. Elle fredonnait. Je me suis arrêté 1 seconde dans le couloir, à la regarder de dos, les épaules détendues,
le mouvement léger des mains sur les casseroles. Une légèreté que je ne lui connaissais plus depuis des mois. « Bonne journée chez tes parents ?» a-t-elle demandé sans se retourner. « Bien, Agathe envoie des bises. » Elle a hoché la tête. Elle ne t'a pas demandé comment allait sa fille. Elle n'a pas demandé si elle était heureuse, si elle mangeait bien, si elle s'ennuyait. Rien. Agathe était une case déjà cochée, un détail réglé. J'ai posé ma veste, j'ai mangé, j'ai échangé quelques phrases neutres. Je l'ai regardé rire à quelque chose à la télévision, et j'ai pensé « Demain tout bascule ». Elle ne le sait pas encore. Cette légèreté qu'elle a ce soir, c'est la dernière. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés à 3 dans le bureau de Damien, lui, Yann et moi. Les stores étaient à moitié fermés, le café refroidissait sur le bureau. Damien a pris la parole. Ce que nous avons est solide, mais si Aumont est arrêté dans la foulée d'Émilie, il aura un avocat au cabinet dans l'heure, et ses connexions feront tout pour ralentir l'instruction. Il faut un coup décisif, quelque chose qui les pousse à se compromettre encore davantage et qui ne laisse aucune échappatoire. Il a regardé Yann. L'idée que vous avez évoquée, la mise en scène. Yann a croisé les bras. Simuler la mort de Quentin. Elle attend le résultat. Si elle croit que c'est fait, elle va s'activer, contacter son notaire, appeler Aumont, discuter du partage. Tout ça en croyant que la voie est libre. On enregistre tout. J'ai dit « Et quand elle découvre qu'il n'y a rien à hériter ?» Damien a souri légèrement. « Parce que d'ici là, j'aurais transféré l'ensemble du patrimoine, appartements, parts de société, vers des structures juridiques étanches. 3 sociétés écrans propres. Quand elle se présentera chez son notaire, elle trouvera un patrimoine vide. Et sa réaction, la colère, les appels, les tentatives de recours, sera le dernier clou dans le cercueil. Nous avons travaillé pendant 3 heures. Le décor, l'entrepôt de ma société, en dehors des heures d'ouverture. J'arrive pour vérifier une livraison de matériel. Yann est déjà à l'intérieur, dissimulé. Un coup de feu à blanc, munitions militaires, le son est identique au réel. Je tombe. Du sang de scène, professionnel, couleur et texture irréprochables. 2 témoins recrutés par Yann, des gars qui croient participer à un canular pour une compagnie d'assurance. Ils appellent le 15 et la police dans la panique. Yann sort par la sortie de secours. Quand les secours arrivent, le corps a disparu. « Où tu seras, toi ?» a demandé Yann. « Dans un appartement que personne ne connaît. Téléphone éteint. 3 jours, le temps qu'Émilie et Aumont se découvrent. Damien a posé son stylo. J'ai besoin de 3 jours pour les transferts de patrimoine. Les procurations, les actes, ça ne peut pas être bâclé. Si c'est mal fait, ça se retourne contre nous. Vous avez 3 jours. Cet après-midi-là, l'attaque est venue directement. Vers 14 heures, 3 fourgonnettes se sont garées devant mon bureau. Une vingtaine d'hommes en tenue de sécurité privée sont descendus. Avec eux, 3 individus en uniforme d'huissier de justice. Ils ont présenté des documents de saisie et tenté de forcer l'entrée. Fabien, l'un de mes meilleurs agents, ancien boxeur, le genre qu'on ne bouscule pas, s'est planté dans l'embrasure. Personne n'entre sans décision de justice authentifiée. On a les documents, a dit l'un des faux huissiers. Montrez-les. Il les a regardés une seconde. Ce sont des faux, dégagés. Ils ont commencé à élever la voix, à menacer d'employer la force. Fabien n'a pas bougé d'1 centimètre. J'ai appelé la police depuis mon bureau. Ils sont arrivés en 10 minutes. Les documents ont été vérifiés sur place. Faux tampons, fausses signatures, faux numéros de dossier. Les 3 faux huissiers ont été interpellés sur le champ. Les hommes des fourgonnettes se sont dispersés rapidement. Je savais que ce n'était qu'une première tentative. Aumont cherchait à tester la résistance, à mesurer combien de temps il faudrait avant que je craque. La réponse, pas de ce côté-là. Le soir même, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Une voix posée, presque cordiale. « Monsieur Fabien, on ne se connaît pas officiellement, mais je pense qu'on devrait discuter. Je vous écoute. Vous résistez depuis plusieurs semaines. C'est courageux, mais c'est inutile. J'ai les connexions, les ressources, la patience. Vous, non. Cédez la société maintenant, repartez avec quelque chose et tout ceci s'arrête. Et si je refuse ?
Un court silence, puis « Vous avez déjà signé votre sentence. » « Vous ne savez pas encore. » J'ai répondu froidement. « On verra qui signe quoi. » J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Pas de peur, de cette rage froide et méthodique qui cherche une sortie précise. Je l'ai laissé trembler, puis j'ai respiré. Je connaissais maintenant sa voix. Je connaissais sa façon de parler, ce calme de prédateur qui croit avoir déjà gagné. Il allait déchanter. Yann a rappelé en soirée. Elle m'a relancé. Elle veut que ce soit fait dans les 2 jours. Aumont lui met la pression pour récupérer la société le plus vite possible. Elle était tendue au téléphone, pas dans son habitude. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Que j'étais prêt, que j'avais trouvé le moment idéal. Elle a dit « Bien, je vous retrouve demain pour le reste. » J'ai regardé par la fenêtre. La rue en bas était calme. Après-demain, on met la scène en place à l'entrepôt. Damien a besoin d'encore 48 heures pour les transferts. Je serai là. Yann. Quoi ? Quand tout ça sera fini, je ne sais pas comment te remercier. Il a été silencieux un moment. Remercie-moi en étant encore là dans 1 semaine, c'est suffisant. Cette nuit-là, j'ai fait le tour de l'appartement. La chambre d'Agathe, son lit défait, un dessin laissé sur la table de chevet. Une maison avec un jardin et 2 silhouettes. Le soleil dans le coin. Son écriture appliquée en bas. Ma famille. Je l'ai regardé longtemps, puis je me suis couché dans le noir, les yeux ouverts, et j'ai attendu l'aube. Dans 2 jours, je mourrais, et cette mort allait tout libérer. Damien m'avait prévenu une dernière fois ce matin-là, avant que tout commence. Après l'arrestation, Aumont activera ses réseaux immédiatement. Mise en liberté sous caution, pression sur les témoins, tentative de corruption du dossier. La bataille juridique ne fait que commencer. Sois prêt. Je suis prêt. Il m'a regardé un moment. Est-ce que tu l'es vraiment ? Je n'ai pas répondu, parce que je ne savais pas. On ne sait jamais vraiment si on est prêt à ce genre de choses. On fait juste ce qu'il faut faire, pas à pas, jusqu'au bout. La nuit précédente avait été blanche. Je restais allongé dans le noir à me poser des questions auxquelles je n'avais pas de réponse satisfaisante. Et si la police ouvrait une vraie enquête pour meurtre ? Et si Émilie flairait la mise en scène ? Et si quelque chose dérapait sur le site ? Mais à chaque question, la même conclusion revenait. Il n'y avait pas d'autre chemin. C'était celui-là, ou rien. Le matin de la mise en scène, je me suis levé comme d'habitude. J'ai fait du café. Émilie était déjà à la cuisine, les 2 mains autour de sa tasse, les yeux dans le vague. « Tu vas où aujourd'hui ?»« À l'entrepôt, vérifier une livraison de matériel. » Elle a hoché la tête, les yeux ailleurs. Je suis sorti. Au seuil de la porte, je me suis retourné 1 seconde. Elle ne regardait pas dans ma direction. Je suis parti. Elle pensait que c'était le dernier matin. Elle ne savait pas que c'était le sien. L'entrepôt était un bâtiment industriel en périphérie, 2 étages, béton gris, location utilisée pour stocker notre matériel de surveillance. Yann était déjà là quand je suis arrivé, son 4x4 garé discrètement sur le côté. Un SMS m'attendait. Tout est prêt. 2e étage. Je suis monté. Yann était debout entre les rangées de caisses, le pistolet en main, chargeur retiré, une seule munition à blanc en chambre. À ses pieds, un jerrycan de sang de Seine, liquide épais, rouge sombre, presque indiscernable du vrai. 2 hommes attendaient près de la fenêtre, la trentaine, carrure de déménageur, cigarette aux lèvres. Yann me les a présentés sobrement. Christophe et Rémi. Ils connaissent le scénario. Pour eux, c'est une arnaque à l'assurance. Christophe m'a serré la main, un peu gêné. « C'est légal ce truc ?» ?»« Totalement, j'ai dit. Votre rôle, c'est simplement de paniquer de façon convaincante. » Yann a récapitulé une dernière fois. Eux restent au 2e à déballer des caisses, moi au rez-de-chaussée. Ils tirent, détonation, je tombe. Ils déversent le sang, disparaît par la sortie de secours au fond. Eux descendent, me trouvent, appellent le 15 et la police. Ils ne savent rien de plus. Ils ont entendu un coup de feu. Ils ont vu un homme à terre. Des inconnus sont entrés et ont embarqué le corps. Voilà tout. Rémi a écrasé sa cigarette. Et nous, après, on a des ennuis ? Aucun. Vous êtes témoin d'une scène dont vous ne comprenez pas l'origine. Vous avez fait ce qu'il fallait,
Appelez les secours. La police vous remerciera. » Ils ont échangé un regard, haussé les épaules. L'argent avait déjà convaincu. Je suis redescendu. J'ai activé le dictaphone de mon téléphone et l'ai glissé dans ma poche intérieure. Puis je me suis positionné contre le mur, là où Yann m'avait indiqué. J'ai regardé le plafond une seconde. J'ai pensé à Agathe dans son appartement provisoire, à ses dessins sur la table. « Prêt ?» a chuchoté Yann depuis l'étage. « Vas-y. » La détonation a été énorme dans cet espace clos. L'écho a rebondi sur les murs en métal et en béton, s'est répercuté en vagues. Je me suis laissé tomber sur le flanc, j'ai fermé les yeux. Yann est descendu en 15 secondes, a versé le jerrycan sur le sol autour de moi, en a répandu sur ma chemise. Le liquide était froid, épais, collant. « Immobile », a-t-il soufflé. « Ils descendent. » Les cris ont commencé au-dessus, pas du tout simulés. Christophe et Rémi avaient eu peur du coup de feu, ça s'entendait. Ils ont dévalé les escaliers métalliques dans un bruit de ferraille, se sont arrêtés net en me voyant. « Mon Dieu, Rémi, appelle le 15, appelle !»« Il est mort ? Il bouge plus ? » ?»« Appelle !» J'ai entendu Yann traverser l'espace vers la sortie de secours, puis le claquement de la porte. Puis le silence, les voix affolées de Christophe et Rémi au téléphone, et ma propre respiration que je m'efforçais de rendre imperceptible. Le SAMU est arrivé en 15 minutes, la police 5 minutes après. J'entendais les voix, les pas. Un urgentiste s'est accroupi près de moi, a posé 2 doigts sur ma carotide, et là, bien sûr, il a trouvé un pouls. Il a eu une seconde de confusion, a commencé à dire quelque chose, mais Yann était revenu entre-temps avec ce qui avait été prévu, et le corps, moi, n'était déjà plus là pour les agents en uniforme qui entraient. Ce qu'ils ont trouvé, une mare de sang sombre sur le béton, une douille de cartouche à blanc, et 2 témoins hébétés qui racontaient avoir vu des hommes entrer en courant et embarquer quelqu'un dans un fourgon, avant même que les secours n'arrivent. Le fourgon, c'était le 4x4 de Yann. Moi, à l'intérieur, couché sur la banquette arrière, encore en chemise tachée. Il m'a déposé chez Damien une demi-heure plus tard. J'ai changé de vêtements dans les toilettes de l'entrée. Je me suis regardé dans le miroir, visage pâle, yeux creux. L'homme en face de moi avait l'air de quelqu'un qui venait effectivement de mourir d'une certaine façon. Damien m'a donné un café sans rien dire. Son appartement sous les toits donnait sur le fleuve. Le soleil de fin d'après-midi étendait des traits dorés sur le parquet. Maintenant on attend. La police a appelé Émilie à 15 heures. J'écoutais le micro depuis le téléphone de Damien, en direct. La voix de l'officier était neutre, formulaire. « Madame, votre mari a été victime d'un incident sur son site professionnel. Des traces de sang importantes ont été retrouvées, ainsi que des témoins d'un coup de feu. Le corps n'a pas encore été localisé. Nous vous demandons de vous présenter sur les lieux. » Elle a crié. « Comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est mort ? Où est-il » L'officier a répété posément. Les détails étaient en cours d'établissement. Elle devait se présenter. Elle a raccroché. Silence. Puis, 10 secondes plus tard, j'ai entendu le bruit de ses talons dans le couloir. Yann avait été en surveillance à distance de l'entrepôt quand elle est arrivée, 40 minutes plus tard. Il m'a décrit la scène au téléphone, voix basse. Elle est sortie de la voiture. Elle s'est approchée du ruban de sécurité. Un officier lui a montré la mare de sang. Elle a mis les mains devant sa bouche. Elle pleurait. Elle demandait qui avait fait ça, pourquoi. Elle jouait ça très bien. Et après, elle est rentrée chez elle. Le soir, les enregistrements du micro. Elle avait appelé Aumont dès qu'elle avait franchi la porte de l'appartement. Sa voix, ce soir, ne ressemblait en rien à celle qu'elle avait au téléphone avec la police. « Frédéric, c'est fait. » J'ai entendu. « Tout va bien de ton côté ?» ?»« Parfaitement. La police n'a rien. Pas de corps, pas de suspect. Ils sont dans le brouillard. » Un rire bref, chaud, soulagé. « Tu as bien géré. Je savais que tu pouvais le faire. J'attends 1 mois pour le notaire, comme on a dit. Ensuite ta succession. Ensuite nous. 2 mois pour le décorum. Mais oui, ensuite nous. Et la société, dès que le tribunal prononce le décès officiel, elle est à moi. À nous. À nous, bien sûr.
Ils ont parlé de vacances, la mer, le soleil, quelque part loin. Ils se répartissaient les appartements, les bénéfices, le calendrier. Ils riaient par moments, de petits rires privés, intimes, obscènes dans leur légèreté. J'ai posé le téléphone sur la table de Damien. Il m'observait. « Tu as ce qu'il te faut ?»« Plus que ce qu'il me faut. » Le lendemain, Émilie a rappelé Yann. Elle avait l'air détendue, une légèreté nouvelle dans la voix, comme quelqu'un qui vient d'enlever un manteau trop lourd. Ils se sont retrouvés à la station de lavage désaffectée, pour la dernière fois. J'étais dans ma voiture, dans la ruelle, casque sur les oreilles, la transmission de la caméra de Yann en temps réel sur mon téléphone. Elle est sortie de sa voiture en souriant. Elle l'a serré dans ses bras en arrivant vers lui. « Merci. Vraiment. Je ne trouverai jamais les mots. »« De rien. Tu ne peux pas savoir à quel point je me sens libre. » Comme si je respirais pour la première fois depuis des années. Elle a sorti l'enveloppe. Le solde, 250 000 €. Yann a compté sans se presser. Elle a ensuite parlé avec une tranquillité de femme qui planifie des vacances. La police n'avançait pas. Pas de corps, pas de piste sérieuse. Avec les connexions de Frédéric, l'affaire s'enliserait. Dans 6 semaines, elle consulterait son notaire. Dans 3 mois, Frédéric et elle officialisaient leur relation. Ils partiraient peut-être vers le sud, recommenceraient ailleurs. Yann a demandé « Et ta fille ?» Elle a eu ce haussement d'épaule que je connaissais maintenant par cœur. Elle est bien chez ses grands-parents, c'est sa place. Moi, j'ai une autre vie devant moi. Puis elle est montée dans sa voiture, a baissé la vitre. Disparaît quelques mois, comme je t'ai dit. Quand tu reviens, tout sera oublié. Bonne route, a dit Yann. Elle est partie. Il a marché jusqu'à ma voiture, a ouvert la portière, s'est assis côté passager. Il a posé la caméra sur le tableau de bord. Tout est là, j'ai composé le numéro. Le major Jérôme Castel a décroché à la première sonnerie. Vous avez tout ? Oui, on arrive. Son bureau était dans une aile latérale de la brigade, loin des couloirs principaux. Un homme d'une 50aine d'années, cheveux gris coupés courts, regard direct, le genre qui ne fait pas de courbettes et ne perd pas de temps. Il nous a reçus, a écouté les enregistrements sans nous interrompre. Il a regardé les documents fournis par Jérôme le détective. Il a lu les extraits de la correspondance. Il a gardé le silence un long moment après. Puis il a dit « C'est suffisant pour ouvrir une instruction. Complicité de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, corruption, abus de confiance, tentative de prise de contrôle illicite d'entreprise. Pour les 2. Aumont a des relais au parquet, j'ai dit. Je sais qui il est. Et je sais aussi ce qu'il n'est pas. Il n'est pas intouchable. Pas avec ça. » Il a fermé la chemise cartonnée. « Je vais avoir besoin de vous demain matin pour une déposition formelle. Les arrestations suivront dans les 48 heures. D'ici là, ne rentrez pas chez vous. Ne contactez ni votre femme ni Aumont et n'en parlez à personne d'autre qu'à votre avocat. » Il s'est levé, m'a tendu la main. « Bienvenue parmi les vivants, monsieur Fabien. » Damien connaissait le major Castel depuis l'armée. Il lui faisait confiance sans réserve, le genre de confiance qu'on accorde qu'aux gens qu'on a vus sous pression et qui ont tenu. Nous avons tout posé sur son bureau, les enregistrements des conversations entre Émilie et Aumont, la captation de la rencontre à la station de lavage, les documents de Jérôme sur la prise de contrôle illicite, la déposition signée de Yann. Castel a tout examiné sans se presser, en silence. Puis il a fermé la chemise et levé les yeux. Commandite d'assassinat, escroquerie en bande organisée, corruption d'agents publics. Je l'ouvre demain matin, le dossier, et je les prends tous les 2. Le lendemain, aux premières heures, j'étais garé dans une rue parallèle à la nôtre. J'avais besoin de voir, pas d'intervenir, juste de voir. 2 véhicules banalisés se sont arrêtés devant le portail de l'immeuble. 4 officiers sont entrés. 10 minutes. Puis la porte s'est ouverte. Émilie est sortie, les mains menottées dans le dos. Elle criait, sa voix portée dans la rue calme du matin. « C'est une erreur. Appelez mon avocat. Lâchez-moi !» Les officiers ne répondaient pas. Ils l'ont guidée vers la voiture, l'ont fait monter.
La portière s'est refermée. Le véhicule a démarré. Je suis resté dans ma voiture. Je regardais l'endroit où elle se trouvait encore 30 secondes plus tôt. La rue avait repris son silence. Des fenêtres s'étaient allumées aux étages. Des gens qui regardaient sans comprendre. Yann avait assisté à l'arrestation d'Aumont chez lui. Il m'a appelé peu après. Il a résisté. Il criait qu'il avait des appuis, que les officiers paieraient ça. Ils l'ont menotté et embarqué sans un mot. Il est en cellule. J'ai raccroché. Je suis descendu de la voiture. Je suis resté un moment sur le trottoir, les mains dans les poches, à regarder le ciel gris du matin. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce moment. Un soulagement profond, réel, et en même temps, une espèce de vide que je n'avais pas anticipé. 17 ans. Une fille, un appartement dont je connaissais chaque centimètre. Et sous tout ça, quelque chose que je n'avais pas vu. La justice était faite, mais la vie, elle, restait à reconstruire. 2 jours plus tard, Damien a appelé. Sa voix était tendue. Aumont est sorti. Quoi ? Mise en liberté sous caution. Ses avocats, un cabinet parisien haut de gamme, ont trouvé un juge accommodant. La caution était astronomique. Il l'a payée dans l'heure. Je me suis assis. Il est sous contrôle judiciaire, interdiction de quitter le territoire. Mais Quentin, ne te fais pas d'illusions. Ce type ne va pas rester tranquille en attendant son procès. Tu es son principal problème maintenant. Le soir même, un message arrivait d'un numéro inconnu. 4 mots. Tu es déjà mort. Cette nuit-là, vers 3 heures du matin, une détonation sourde a secoué la cour de l'immeuble de Damien. J'ai sauté du canapé, couru sur le balcon. Ma voiture, celle que j'avais garée en bas, était en feu. Les flammes montaient à 3 mètres, orange vif dans le noir, la fumée noire se vrillant vers le ciel. Des lumières s'allumaient aux fenêtres d'en face, des voix dans la cour. Quelqu'un avait déjà composé le 18. Je suis resté appuyé contre la rambarde du balcon, à regarder brûler. Je savais ce que c'était. Pas un accident, un message. La prochaine fois, ce n'est pas la voiture. Les pompiers ont maîtrisé l'incendie en 20 minutes. La police a relevé les traces d'accélérant, de la térébenthine, mélangée à quelque chose d'autre. Poste d'incendie volontaire. J'ai mentionné Aumont dans ma déposition. L'officier a noté, m'a regardé avec un mélange de compréhension et d'impuissance. On va faire ce qu'on peut, monsieur, mais sans éléments tangibles qui le relient directement. Je n'ai pas attendu la fin de la phrase. Le matin suivant, j'ai pris une décision. Agathe n'était plus en sécurité dans l'appartement de mon ami. Aumont avait des ressources, des contacts, de la patience. Il pouvait retrouver n'importe quelle adresse dans cette ville s'il le décidait. J'ai appelé Yann. J'ai besoin d'un endroit hors de Lyon, discret, pas relié à mon nom ni au tien. J'ai ce qu'il faut. Un ancien camarade à moi, à la campagne, une 40aine de kilomètres. Il a une ferme. Il ne pose pas de questions. Quand peut-on y aller ? Ce soir. Je suis passé prendre Agathe dans l'appartement. Elle m'a accueilli avec son cartable sur les épaules, comme si elle était prête depuis toujours. On déménage encore ? Encore une fois. Juste un peu de temps. C'est long, un peu de temps. Quelques jours, peut-être une semaine. Elle a soupiré, ramassé son livre et son dessin en cours. D'accord, mais après, on rentre vraiment à la maison ? Après, oui, je te le promets. Elle a glissé sa main dans la mienne. Nous sommes sortis. Yann nous a conduits dans la soirée jusqu'à une ferme isolée au bout d'un chemin de terre, entouré de champs et de bois. Son ami, un homme d'une 60aine d'années, silencieux, geste économe, nous a ouvert sans un mot d'explication demandée. Il a montré à Agathe sa chambre, lui a apporté un bol de soupe et une pile de vieux magazines illustrés. Elle s'est installée comme si elle avait toujours su s'adapter. Avant de repartir, je me suis arrêté sur le seuil. Si quelqu'un se présente et demande une petite fille, vous n'en avez vu aucune. Il m'a regardé dans les yeux. Il n'y a personne ici. Le soir même, de retour en ville, un message m'est parvenu, transmis par l'avocat d'Aumont, formulé avec cette courtoisie glacée des ultimatums habillés en invitation. Mon client propose une rencontre, en privé, dans un lieu neutre. Une ancienne usine au bord de la rivière, demain soir.
Si vous retirez vos déclarations, il s'engage à ne plus vous importuner, vous ni votre famille. Si vous refusez, il ne peut garantir aucune sécurité. » J'ai lu le message 2 fois. Puis je l'ai montré à Yann et Damien. Yann a dit « C'est un piège. Il veut t'avoir seul dans un endroit sans témoin. Soit il te supprime, soit il te terrorise assez pour que tu signes un désistement. Ne va pas là-bas. » Damien a dit « N'y va pas, c'est du suicide. » J'ai regardé le message une dernière fois. Si je n'y vais pas, il continue. Il presse ses avocats, il retourne les témoins, il achète un juge supplémentaire et dans 6 mois, il ressort blanchi. Et moi, je vis le reste de ma vie à cacher ma fille dans des fermes. Silence. Il faut finir ça, ce soir si possible. Yann m'a regardé longuement. Si tu y vas, tu n'y vas pas seul. Je sais. Et il faut un plan qui ne te laisse pas les mains sales à la fin. Je t'écoute. Damien a posé ses coudes sur la table. Son visage avait cette expression des gens qui savent qu'ils sont en train de franchir une ligne, mais qui comprennent pourquoi. Si ça tourne mal là-bas, si tu le frappes, s'il y a violence, tu t'exposes à des poursuites, même en état de légitime défense. Il faut que ce soit propre, légalement propre. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il a réfléchi un moment. Tu y vas. Yann couvre les abords. Tu enregistres tout. Tu le laisses parler. Il est du genre à vouloir étaler sa victoire. S'il menace, c'est sur bande. S'il propose un marché, c'est sur bande. Et s'il passe à autre chose, il s'est tu. Yann ne sera pas loin. J'ai regardé Yann. Il a croisé les bras. J'ai fait des choses plus risquées que ça, avec moins de préparation. Je sais. C'est pour ça que je te le demande. Nous avons travaillé jusqu'à minuit. Le plan, les positions, les signaux. Ce que je dirais, ce que je ne dirais pas. Ce qui se passerait si les choses dérapaient. Dehors, la nuit était froide et sans vent. Dans la ferme à 40 km de là, Agathe dormait sous une couverture à carreaux, ses dessins posés sur la table de nuit. Pour elle, j'allais finir ce que j'avais commencé. Nous avons fixé la rencontre dans 2 jours. Cela nous laissait le temps de préparer chaque détail. Yann a dit qu'il se procurerait une carabine de chasse et prendrait position sur le toit d'un bâtiment en face de l'usine. Il couvrirait l'entrée du hangar. Damien a prévenu le major Castel qui a accepté, à contre-cœur, de tenir un dispositif policier à 2 rues de là, sans intervenir avant mon signal. Ces 2 jours ont passé dans une sorte de brouillard intérieur. Je me préparais mentalement. Je pesais les risques. Aumont ne viendrait pas seul. Il pensait me trouver isolé, sans défense. Il se trompait. Le matin du rendez-vous, j'ai ouvert le coffre de mon bureau. Le pistolet à balles en caoutchouc que j'avais acheté des années plus tôt pour ma protection personnelle était là. Légal, homologué. Je l'ai vérifié, chargé, glissé dans l'holster de ceinture. Puis j'ai enfilé le gilet par cou sous ma veste, fin, discret, mais capable d'absorber un coup de couteau ou un impact léger. Yann avait insisté là-dessus. Il était déjà parti à l'aube prendre position sur le toit d'un entrepôt désaffecté faisant face au hangar de rendez-vous. La carabine avec lunette offrait une ligne de tir nette jusqu'à 50 mètres. Il m'avait envoyé un message à 11 heures. En place, tout est propre. Je te vois entrer. Castel avait ses hommes positionnés 2 rues plus loin, moteur au ralenti. À 18 heures précises, j'ai franchi les grilles rouillées de l'ancienne usine. Le hangar principal était une cathédrale de métal et de silence, haut plafond nervuré, fenêtres crevées laissant entrer des lames de lumière obliques, des rangées de machines sous bâches poussiéreuses. L'odeur de l'huile vieille, du béton humide, de la rouille. Aumont était debout au centre. Derrière lui, 2 hommes, larges d'épaules, jogging serré, batte de baseball dans chaque main. Il souriait. « Tu es venu. Je t'ai sous-estimé. Je me suis arrêté à une dizaine de mètres. J'ai regardé ses yeux, calmes, assurés. L'œil d'un homme qui croit tenir la partie. « Je t'écoute, j'ai dit. » Il a croisé les bras comme s'il avait tout le temps du monde. « Tu as été courageux, peut-être même intelligent par moments. Mais tu n'es pas à ma hauteur, Quentin. Tu n'as jamais été à ma hauteur. Retire tes déclarations. Dis au juge que tu t'es trompé, que la pression t'a fait dire n'importe quoi. Moi, j'oublie tout. Tu reprends ta vie, ta gamine, et on ne se revoit jamais. Et si je refuse ?
Son sourire a disparu. Alors je sais où se trouve ta fille, l'adresse exacte, le nom du vieux qui la garde. Il m'a suffi de quelques heures. Quelque chose s'est contracté dans ma poitrine, mais je n'ai pas bougé. Tu bluffes. Il a énoncé le nom du village, l'adresse, le prénom du vieil ami de Yann. Il savait. Tu as le choix, a-t-il continué d'une voix égale. Tu appelles le major dans la minute, tu te rétractes, et je n'appelle personne. Ou tu refuses, et dans 20 minutes, mes hommes sonnent à cette porte. J'ai regardé cet homme en face de moi. Cet homme qui avait planifié ma mort comme une opération comptable, qui avait fait de ma femme une complice, qui menaçait maintenant ma fille de 8 ans pour se protéger. Non. Il a eu un mouvement imperceptible du menton. Les deux hommes ont avancé, batte levée. Le premier a frappé en arc descendant. Je me suis décalé sur la gauche. J'ai saisi son bras dans le mouvement. J'ai utilisé l'élan. Une clé articulaire apprise il y a 20 ans, jamais oubliée. Le craquement a été sec et net. Il a crié, s'est effondré. Le deuxième visait les côtes par la droite. J'ai encaissé une partie du coup sur l'avant-bras. Le gilet a absorbé le reste. J'ai pivoté, coude en avant, plein visage. Il a reculé, les yeux qui larmoient. Genoux dans le ventre. Il s'est plié en deux. La batte a roulé sur le béton. Aumont avait sorti une arme. Réelle, pas du caoutchouc. Il l'a pointée sur moi, le bras tendu. Tu es fatigant. Je me suis immobilisé. Il a avancé de 2 pas, a relevé le canon vers ma tête. Tu voulais te battre ? Très bien. C'est fini maintenant. Le coup de feu n'est pas venu de lui. Il est venu d'en haut, d'une fenêtre éventrée du bâtiment en face, à travers les ténèbres du hangar. La balle a traversé l'avant-bras d'Aumont avec une précision chirurgicale. Il a hurlé. L'arme a glissé sur le sol dans un claquement métallique. J'ai regardé vers la fenêtre. La silhouette de Yann, carabine encore en appui, s'est légèrement redressée. Aumont était à genoux, tenant son bras contre sa poitrine, le sang entre les doigts. Il criait toujours, des menaces, des noms, des promesses de vengeance. J'ai ramassé son arme. Je la lui ai pointée dessus. À terre, les mains derrière la tête. Il a obéi en continuant à hurler. 30 secondes plus tard, les portes du hangar se sont ouvertes. Castel en tête, 3 officiers derrière, armes dégainées. Arme au sol, main visible. J'ai posé le pistolet, j'ai levé les mains. Le major a regardé la scène. Aumont à genoux, les 2 hommes à terre, moi debout. Il a fait un bref signe de tête à ses hommes. Ils ont menotté tout le monde. Aumont criait encore quand ils l'ont tiré vers la sortie. Tu n'as rien réglé. Mes gens savent où est ta fille. Je t'aurai, je vous aurai tous. Castel l'a fait taire d'un mot. La porte du fourgon s'est refermée. Silence. Au commissariat, j'ai donné ma déposition pendant 2 heures. Tout dans l'ordre. La menace, l'attaque en premier, la riposte, l'arme sortie par Aumont. Yann a confirmé chaque point. Il avait tout observé à travers la lunette. Castel a écouté, pris des notes. Légitime défense caractérisée. Menace avec arme à feu sur autrui désarmé. Témoignage corroboré. On y ajoute séquestration de témoins, menace sous contrainte, violence aggravée. Il y en a pour longtemps. La caution ? Annulée. Il retourne en détention préventive dès sa sortie du bloc opératoire. 1 mois plus tard, Émilie était toujours en maison d'arrêt dans l'attente de son procès. Aumont, soigné, avait rejoint la même section sous surveillance renforcée. Damien a dit « Les dossiers sont béton. 15 ans minimum pour chacun, avec les différents chefs d'accusation cumulés. Le divorce avait été prononcé en l'espace de quelques semaines. Émilie avait signé sans un mot. Il n'y avait plus rien à négocier. J'ai ramené Agathe de la ferme par un matin doux. Elle a sauté dans la voiture avec son cartable et son dessin en cours. Une maison, encore. Un soleil dans le coin. Mais cette fois, une seule silhouette devant la porte. Elle s'est installée à l'avant, a bouclé sa ceinture. On rentre vraiment cette fois ? On rentre vraiment. Elle a regardé le paysage défiler par la vitre. Papa, pourquoi maman ne vient pas ? Je me suis garé sur le bas-côté. Je l'ai regardée.
Maman a fait de mauvaises choses, Agathe, des choses graves. Elle est punie pour ça maintenant. Elle ne nous aimait pas? Un long silence. Je ne sais pas, ma puce. Je ne comprends pas tout moi-même. Mais ce que je sais, c'est que moi, je t'aime, toujours, quoi qu'il arrive. Elle a réfléchi, puis elle a glissé sa main dans la mienne. Moi aussi, papa. Je suis reparti sans rien ajouter. Quelques semaines plus tard, un après-midi ordinaire, nous étions dans le square en bas de l'immeuble. Agathe sur la balançoire, haut dans l'air, qui riait. Je m'étais assis sur le banc, les mains dans les poches, à la regarder. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose en moi était posé. Pas guéri, simplement posé. Le genre de calme qui n'est pas l'absence de danger, mais la conscience qu'on peut y faire face. Puis j'ai vu l'homme, la quarantaine, veste noire, debout à l'orée du square derrière les arbres. Il regardait dans notre direction, fixement, sans bouger. Je me suis levé. Il a soutenu mon regard une seconde, puis il a tourné les talons, lentement, et a disparu derrière l'angle du bâtiment. Je suis allé vers Agathe. On rentre, ma grande. Déjà? Déjà. Elle a sauté de la balançoire, m'a pris la main. Nous avons rejoint le hall. J'ai attendu que la porte se ferme derrière nous avant de relâcher légèrement la tension dans mes épaules. Dans la voiture, en sortant du parking, j'ai vérifié les rétroviseurs. La rue était calme. Rien. Mais je savais. Des hommes d'Aumont étaient toujours là, quelque part. Ses affaires continuaient de tourner sans lui. Quelqu'un, dans l'ombre, se souvenait de ce que j'avais fait. L'histoire n'était peut-être jamais vraiment terminée. Agathe parlait de sa maîtresse, de son amie Caroline qui lui avait prêté un livre, d'une sortie scolaire prévue la semaine prochaine. Je l'écoutais, je répondais, je souriais au bon moment. Et je regardais les miroirs, parce que c'est ça désormais ma vie. Pas la peur, la vigilance, pas la fuite, la présence. Rester debout, rester attentif, rester là pour elle. Un homme m'avait sauvé la vie parce qu'il n'abandonne pas les siens. Je n'abandonnerai pas les miens non plus, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte.